Le grand reporter, écrivain, voyageur et cinéaste Jean-Paul Marie, un amoureux de la Méditerranée, est l'invité du Grand Angle. Bonjour Jean-Paul Marie. Bonjour. Alors dans votre dernier livre, c'est votre 9e, En dérivant avec Ulysse, c'est aux éditions Jean-Claude Lattès, vous nous proposez un voyage autour de la Méditerranée sur les pas d'Ulysse, le personnage légendaire de la mythologie grecque. Alors rappelez-nous d'abord, qui était Ulysse ? Ah, Ulysse. Question d'histoire. Ulysse, roi d'Ithaque. Ouais. Vous en parlez. Ouais. Oui, qui donc a été obligé de rejoindre parce qu'il ne voulait pas faire la guerre. Hein. Vous savez, Ulysse, il était contre la guerre. À l'appel d'Agamemnon, le roi des rois, qui comptait ses soldats un peu comme ses sous et qui voulait bien faire un peu une campagne économique sur Troie, a été obligé de participer à la guerre de Troie. Et la guerre de Troie, elle a duré 10 ans. Voilà. Ouais. Et ensuite, Ulysse a voulu rentrer chez lui et c'est là que les ennuis ont commencé. Voilà. Et alors, justement, votre livre, il commence par la guerre de Troie entre les Grecs et les Troyens. Qui étaient les Troyens, qui étaient un peuple de la Turquie d'aujourd'hui? Oui, c'est un peuple de la Turquie d'aujourd'hui. Alors, évidemment, ils avaient les mêmes dieux que les Grecs à l'époque, mais si vous voulez, le voyage d'Ulysse, c'est quand même le grand voyage. C'est-à-dire... C'est une légende. Oui, c'est une légende, mais une légende légende. Incarnée et vivante, quoi. C'est un mythe. C'est plus qu'une légende, c'est un mythe. Écrit par Homère. Hein, Écrit par Homère, en principe. En principe, on n'est pas sûr. En principe. Et si vous voulez, c'est un voyage dont j'ai découvert que c'était un voyage initiatique. C'est-à-dire en le faisant, vous savez, on prend l'itinéraire de Troie en Turquie, qui existe, en passant par la Grèce, en descendant vers les côtes africaines, la Tunisie, en remontant vers la Sicile, les îles italiennes, en allant jusqu'aux colonnes d'Hercule, c'est-à-dire vers Gibraltar, et en terminant vers Ithaque, qui est la patrie d'Ulysse. Ithaque est une petite île au sud de la Grèce. Une petite île, oui, qui est magnifique d'ailleurs, avec un palais au sommet de la colline dont on dit que c'est le palais d'Ulysse. C'est un voyage de l'ombre vers la lumière, c'est-à-dire... On part comme ça sur les traces d'Ulysse et à chaque étape, on découvre la Méditerranée, que je connais bien, puisque j'y suis né, c'est mon aquarium, et que j'ai pas mal sillonné aussi en tant que reporter, là sur la partie obscure. Et on découvre une Méditerranée des hommes qui vivent là. À Troie, j'ai rencontré des Turcs, le dernier Troyen. En Grèce, j'ai rencontré une jeune femme pendant les émeutes, c'était Antigone, en colère. Vous ne l'avez pas retrouvée après, vous l'avez perdue en fait. Je l'ai perdue, oui, je l'ai perdue, Tonia. Mais en fait, je l'ai jamais perdue, elle est toujours avec moi, parce que pour elle, quand on parle de la colère de la Grèce, elle apparaît, quoi. Vous venez de dire que vous êtes né à Alger, vous avez vécu, on peut dire que la Méditerranée, vous l'aimez. Vous l'aimez et en même temps vous la maudissez. Oui, parce que c'est un mystère, c'est un paradoxe, la Méditerranée. Regardez, elle est belle, elle est lumineuse. On va chercher des amphores au fond de l'eau, il y a du soleil, c'est la lumière des Grecs. C'est la chaleur, et en même temps, c'est l'obscurité, c'est la dureté de... C'est un cimetière collectif aujourd'hui. On va en parler. Et il y a aussi ces guerres, cette souffrance. Donc, si vous voulez, quand j'ai commencé ce voyage d'Ulysse, c'était aussi pour essayer de comprendre pourquoi cette mer peut être à la fois aussi obscure et aussi lumineuse. C'est ça que vous avez voulu, comment dirais-je, découvrir, confirmer, je ne sais pas, en refaisant ce voyage. Mais vous l'avez fait physiquement, vous avez pris le bateau, vous avez marché, vous avez... En fait, je l'avais déjà fait il y a 10 ans pour un hebdomadaire, pour une série d'été, et là j'avais touché du doigt, alors, comme journaliste, j'avais touché du doigt des choses sur lesquelles j'ai voulu revenir. Là j'ai pris 2 ans pour faire ces voyages par morceaux. Il y a un mystère de la Méditerranée. On n'arrive pas à savoir ce qu'est la Méditerranée exactement. J'allais demander, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Parce que la Méditerranée, étymologiquement, c'est la mer du milieu. C'est la mer entre les terres. Entre les terres. Voilà. Et les Arabes disent c'est la mer blanche du milieu. Et on disait Mare Nostrum, notre mer, comme si... c'est les Romains qui disent. Tous ceux qui étaient autour de la mer étaient les mêmes, ce qui n'est absolument pas vrai. En fait, elle coupe le monde en deux. Mais cette Méditerranée... C'est une coupure ou un trait d'union? Ah, c'est les deux à la fois. C'est-à-dire ce ne sont pas nos frères, au sens propre du terme, mais ce sont nos cousins. Et le fait de se promener dans les deux côtés de la Méditerranée nourrit et enrichit les deux côtés. La rupture, elle, est funeste. Mais j'avais envie de savoir ce qu'elle disait, cette Méditerranée. Donc, il fallait que je voie les gens
Il fallait que j'entende les voix de la Méditerranée, que j'aille les écouter à Troyes, par exemple. Troyes, c'est au détroit des Dardanelles. Il y a 3000 ans. C'est donc la rupture entre les Achéens, les Grecs et les Troyens. Il faut préciser que les Dardanelles, c'est ce détroit qui relie, en fait, que je ne me trompe pas, la Méditerranée à la mer Noire via la mer de Marmara. Exactement. Voilà. Mais c'est une espèce de porte, de sas. Est-ce que c'est un pont ou un pont-levis? Et aujourd'hui, 3000 ans après, rien n'a changé. C'est-à-dire que on voit bien que entre la Grèce et la Turquie, entre l'Europe et l'Asie, entre les chrétiens et les musulmans, il y a toujours au même endroit la même rupture. Là, on voit les Dardanelles. On la voit très bien. Et en fait, Troyes est juste c'est au bord. Voilà. Et c'est là aussi que s'est jouée la bataille. À hauteur du dé des Dardanelles. Là. Voilà. C'est là que s'est jouée la bataille des Dardanelles aussi, en 1915. Alors là, on revient au XXe siècle. Voilà. C'est une guerre qui était en fait fondatrice de la Turquie moderne. Exactement. C'est-à-dire que 3000 ans après, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que l'Antiquité est extrêmement présente. Nous ne sommes pas des Grecs anciens, mais nous ne sommes pas des chrétiens modernes. Nous sommes des païens baptisés. Et on découvre cela tout au long du voyage. C'est-à-dire que Homère nous envoie avec l'Odyssée un projecteur, nous aide. Moi, je connais la Méditerranée, je croyais la connaître. Mais Homère éclaire cette Méditerranée que l'on visite en même temps avec ce texte d'une richesse inouïe qui nous permet de redécouvrir et de comprendre ce qu'est la Méditerranée. Et aussi de savoir qui nous sommes et quelle est la leçon de la Méditerranée. Oui. Alors vous y avez fait allusion tout à l'heure pour les migrants, pour les réfugiés, la Méditerranée c'est aussi très souvent un cimetière. Il faut préciser que depuis le début de l'année, par exemple, 2000 migrants sont morts en Méditerranée. 2000 depuis l'année, mais depuis 15 000, je crois, depuis 2014. Depuis 20 ans, on est à 30, 40 000. Enfin, j'ai participé à Vous avez assisté. Voilà, j'ai participé à cette première mission en février 2016 sur l'Aquarius. J'ai passé un mois sur le bateau. Vous le racontez dans le livre. Et je le raconte parce que je suis sur l'eau. Et là, on est dans cette mer noire, cette mer dure, cette mer obscure. Et donc, sur ce bateau, j'ai vu ce qui se passait. À l'époque, on sauvait les gens. Les choses ont changé. Et d'ailleurs, je crois que la bataille, en un mot, du sauvetage est perdue. En revanche... l'Aquarius qui renonce, en est une preuve. Ce bateau que j'ai bien connu. En revanche, ce qu'il faut faire maintenant, ce n'est plus du sauvetage, c'est du monitoring. C'est-à-dire qu'il faut aller sur l'eau pour surveiller, témoigner et raconter ce qui se passe, puisque tout le monde, tous les politiques veulent qu'on étouffe, qu'on mette un bâillon sur ce problème des migrants. Il faut justement être présent et changer la mission, aller faire un travail presque de journalisme, mais aussi de témoin et de conscience, de façon à dire à ceux à l'opinion publique ce qui se passe. C'est exactement le contraire. C'est quoi l'idée des dirigeants d'aujourd'hui? C'est de dire, s'ils meurent, ça va peut-être décourager les suivants de tenter l'aventure? C'est plus hypocrite que ça. C'est si on arrive à ne plus parler du problème, en enlevant par exemple les bateaux qui sont sur l'eau et en fermant les accès de Turquie et de Libye, si on ne voit plus les migrants, il n'y a plus de problème de migrants. Donc toute la technique, c'est l'évitement. C'est d'arriver à ignorer le problème. Ce qui est terrible parce que pour l'Europe, c'est une faillite historique. Et qu'est-ce que nous dirons à nos enfants quand ils nous diront et les gens se noyaient, qu'est-ce que vous avez fait? On a détourné la tête. Et Ulysse, par exemple, il fait aussi un naufrage, lui. Alors vous avez parlé. Il fait deux. Oui, près de Gibraltar, près de ce qu'on appelait les colonnes d'Hercule. Vous le racontez aussi, ce naufrage. Il est sur le mât de sa galère, il est tout seul, il est tout nu, il est souvent tout nu, c'est-à-dire en fait dépouillé comme un homme, parce que Ulysse, c'est le premier mortel, c'est notre premier homme, il est dans l'eau et puis il est face aux cieux, il est tout seul. Et c'est aussi l'image du migrant, mais c'est aussi l'image de l'homme nu face à son destin et qu'il va quand même accomplir son destin. Parce que je vous parlais de la Méditerranée, quel était le rôle et quel était l'effet de cette lumière de la Méditerranée. Et là, j'ai découvert, pour faire le lien, que quelle que soit l'obscurité, les horreurs qu'on affronte en Méditerranée, quelle que soit la dureté, l'obscurité de la vie, les dieux, c'est les dieux, l'enfer, c'est sombre et glacé, ça n'a aucun intérêt, on s'y ennuie. Mais en revanche, c'est la lumière grecque, c'est-à-dire la lumière de la vie qui est la plus forte. C'est ça, la leçon de la Méditerranée. C'est pas valable seulement pour la Méditerranée, c'est valable pour le monde entier. Alors vous dites la Méditerranée, c'est la lumière, vous en parlez beaucoup dans le livre, mais c'est aussi le vent. Et le vent est très présent dans votre livre. Qu'est-ce qu'il a de particulier, le vent de la Méditerranée? Le vent de la Méditerranée, d'abord, il est solide. C'est un mur. Quand vous êtes à Tchanakale, qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire devant le détroit, c'est un vent établi, c'est-à-dire qu'il fait 40 km/h de vent, du matin au soir et du soir au matin. Et en fait, c'est le vent qui a fait la puissance et la richesse de Troie. Parce que comme les galères ne pouvaient pas remonter
ce vent qui était face, elles étaient obligées de s'arrêter, de déposer leurs marchandises à Troie et de payer des taxes. Et c'est le vent qui a fait la richesse de Troie. Vous racontez plein de choses dans votre livre. On peut parler aussi de l'île de Djerba, des lotophage. Les Kerkénas. Voilà. Les Kerkénas. L'autophage, c'est l'amnésie, c'est la tentation de l'amnésie. Ouais. Parce que Ulysse est aussi un guerrier. Et donc, on lui propose une sorte de hashish, le lotos, en lui disant, si tu prends ça, tu oublieras tout. D'abord, ce que tu as vécu, qui était horrible, la guerre de Troie, et ensuite, ton destin qui est si difficile à accomplir. Donc, prends ça. C'est là qu'il se fait attacher au mât ? Non, ça c'est les sirènes. Et ça c'est la tentation de l'amnésie. Et en fait ça permet aussi, et c'est ça la force et la volupté du texte d'Homère, ça permet d'explorer ce qu'est la mémoire. Ouais. Et quand on dit amnésie, oublie, on dit mémoire. Alors justement, la mémoire. En fait, votre livre c'est un livre des mémoires de la Méditerranée et de ses identités en fait. Oui. Et votre identité en tout cas, elle est méditerranéenne, ça c'est sûr. Je crois que là j'ai fini par conclure que oui, c'est effectivement c'est la Méditerranée, mais la Méditerranée encore une fois comme un aquarium, mais aussi comme un univers, comme un univers. Il y a beaucoup de choses dans le livre. Par exemple, vous parlez aussi, vous dites, j'ai souvent été fatigué de la guerre, notamment en Afghanistan. Vous avez parcouru à peu près tous les pays du monde sur les 5 continents. Et il y a une guerre qui touche plusieurs pays du pourtour méditerranéen, même l'Europe. C'est la guerre de l'islamisme radical. Vous en parlez aussi dans le livre. Oui. Vous l'expliquez comment cette guerre de l'islamisme radical et comment on doit y répondre? J'ai passé 30 ans à écouter les islamismes parler. Et il y a évidemment une crise d'identité majeure. Il y a évidemment une défaite de tous les systèmes qui ont été mis en place, qui ont laissé les gens... Vous savez, quand on commence une guerre, par exemple à Beyrouth, on défend un parti, ou bien un parti internationaliste. Après quelques années de guerre, on défend son quartier. Et c'est une régression intellectuelle autour d'une identité et qui est à la recherche d'une utopie, d'un paradis perdu. Donc, comment on s'en défend ? Il faut s'en défendre de façon... ferme, il faut ne rien céder, ne rien accepter, parce qu'il n'y a pas de compromis possible. En revanche, il faut qu'on se batte contre l'islamisme de façon très, très, très claire, mais sans perdre son âme. Ça, c'est toute la difficulté. C'est-à-dire dire à l'autre, tu es mon adversaire, mais je ne te hais pas, quoi. Merci Jean-Paul Marie pour dériver avec Ulysse, j'allais dire sur les pas d'Ulysse, mais c'est aussi... avec Ulysse sur la Méditerranée. Je renvoie à votre livre donc chez Jean-Claude Lattès. Merci beaucoup d'être venu en parler. Merci à vous. Dans le 64.